Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearford, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Alors comme je vous l'ai dit précédemment dans mon épisode Mon histoire avec les mangas, et je vous vois les mauvais élèves qui ne l'ont pas écouté, Naruto est mon manga préféré. D'abord parce que c'est le tout premier que j'ai vu et que j'ai lu qui m'a fait tomber dans le manga game, et ensuite parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de belles choses dans cette œuvre que je vais vous détailler maintenant. Avant toute chose et avant de commencer, je voudrais vous faire un léger rappel de ce qu'est un shonen. Un shonen en fait c'est une ligne éditoriale qui est destinée aux jeunes garçons entre 8 et 18 ans, ce qui est le cas pour 90% des mangas en fait qu'on lit encore aujourd'hui. C'est en opposition au shoujo, qui pour le coup lui est une ligne éditoriale plutôt orientée pour les jeunes filles, qui ont également entre 8 et 18 ans, voire jeunes adultes. Cela traite souvent de romance d'ailleurs. Le shonen est souvent confondu avec le neketsu. Le neketsu, c'est un procédé narratif qui englobe la majorité des œuvres que nous connaissons aujourd'hui. On retrouve la fameuse quête initiatique des personnages principaux et les grandes valeurs. L'amitié, l'effort, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et le salut de l'âme, le fameux. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir attaquer un peu plus concrètement Naruto. Donc Naruto, déjà un rappel sur cette œuvre, l'auteur c'est le mangaka, c'est Masashi Kishimoto. Ce manga a été publié au Japon entre septembre 1999 et novembre 2014, et en France il est sorti aux éditions Kana en mars 2002 jusqu'en novembre 2016. Il y a évidemment un animé, donc une première partie Naruto, qui est sorti en 2002 et qui s'est fini en 2007 avec un total de 200 épisodes, et ensuite évidemment l'incontournable Naruto Shippuden, qui est sorti en 2007 jusqu'en 2017 et qui comptabilise plus de 500 épisodes. Donc au total, Naruto, c'est 700 épisodes. Au niveau du nombre de tirages, on est à peu près à 250 millions d'exemplaires vendus, et ce qui est fou, c'est que même 5 ans après la fin de ce manga, il continue d'être dans le top 3 des mangas les plus vendus au monde. Alors, c'est très difficile de résumer de manière rapide Naruto, tellement c'est une œuvre qui est complexe et complète. Naruto, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit au pays du feu à Konoha. Donc Konoha, c'est le village caché des feuilles. Il est orphelin et il est craint par tous les habitants du village parce qu'il abrite en lui le célèbre Kyuubi, le démon à 9 queues, qui a détruit le village par le passé. Il cherche par tous les moyens à attirer l'attention en faisant des tonnes de bêtises. Et son rêve ultime, c'est d'atteindre le plus haut grade de reconnaissance des shinobi, donc les shinobi c'est les ninjas, et des gens de son village en devenant le Hokage. Le Hokage, c'est un terme honorifique pour la personne la plus puissante du village, qui fait un petit peu office de président ou de maire. Il entre donc à l'école des ninjas et il intègre la fameuse équipe 7 avec ses camarades Sakura Haruno et Sasuke Uchiwa, sous la supervision du légendaire ninja copieur Kakashi Hatake. Et commence alors une grande aventure. Alors, petit disclaimer, il peut y avoir quelques spoilers dans cette analyse, donc pour les gens qui n'ont pas fini cette œuvre, je ne vous recommande pas forcément de continuer à écouter si vous ne voulez pas être spoilé. J'essaie de le faire au minimum, mais potentiellement il peut y en avoir. Alors pour parler tout d'abord d'un point de vue purement esthétique et graphique de cette œuvre, le style de dessin est vraiment très agréable, il est très détaillé, il y a beaucoup de décors, et les chara-design des personnages sont vraiment très bien réfléchis et très bien faits. Tout le monde connaît la fameuse combinaison orange de Naruto, et il faut également savoir que Naruto, historiquement, est inspiré du personnage de Goku enfant, Goku de Dragon Ball Z, Dragon Ball, d'après ce que dit Kishimoto lui-même. La grande majorité des mangaka actuels se sont tous inspirés du père fondateur du shonen qui est Dragon Ball. Ils le reconnaissent pratiquement tous. L'anime quant à lui reste très fidèle au manga, il est haut en couleur, il y a des musiques exceptionnelles qui résonnent encore dans nos têtes des années après et qui envahissent toutes les playlists Lofi de YouTube. Je vais commencer par aborder point par point les éléments qui d'après moi rendent cette œuvre aussi exceptionnelle. Le premier, c'est l'atmosphère générale de l'histoire. Le monde des shinobi est super précis, il est très détaillé. C'est vraiment un monde à part entière avec différents pays, chacun ayant leurs particularités, leurs forces, leurs faiblesses. Il y a un vrai développement de l'histoire avec un grand H des différents clans, des différentes familles, des différents pays, ainsi que des pouvoirs héréditaires, etc. Ensuite, il y a une vraie géopolitique dans Naruto, c'est une vraie métaphore du monde réel. Il y a des guerres, il y a des conflits, des alliances, des coups bas entre les différentes nations, on retrouve vraiment de tout, comme ça pourrait arriver dans notre vrai monde. Ensuite, il y a d'après moi le gros point fort de ce manga, la force de ce manga, c'est la richesse des personnages. La richesse des personnages parce qu'il y a une multitude de personnages différents, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur histoire qui souvent d'ailleurs est très badante. Je refais encore un petit disclaimer à mon copain David, fan de Naruto, qui m'a dit quand j'ai commencé, écoute Sego, si tu commences à déprimer à chaque histoire de chaque personnage de Naruto, t'es pas rendu, parce qu'ils ont tous des histoires hyper tristes.
Et pour le coup, c'est vrai. Ils ont tous un passé qui est bien développé, qui est bien ancré dans l'histoire et que l'on découvre assez rapidement dès le début de l'œuvre et tout au long de cette œuvre. C'est très difficile, je trouve, d'avoir une préférence ultime parmi tous ces personnages tant ils sont attachants et bien travaillés. Par exemple, impossible de ne pas aimer un Minato, tant par sa personnalité qui est calme et attachante que par sa puissance magistrale. C'est le plus jeune Hokage, c'est le 4e, c'est l'éclair jaune de Konoha et surtout c'est le mari attentionné de Kushina. Et oui, là j'avoue que c'est la fangirl qui parle. Ou encore par exemple un personnage comme Jiraiya. Non mais Jiraiya les gars, Sannin légendaire, le roi des crapauds, l'ermite pervers, c'est impossible de ne pas l'adorer. Par contre, Naruto, lui, il est un petit peu mis à part, parce que pour le coup, on a les bases de son passé au début du manga, mais son histoire se dessine vraiment au fur et à mesure. Par exemple, il apprend relativement tard qui sont ses parents. Certains personnages sont devenus assez emblématiques pour le coup dans le monde du manga, comme par exemple le personnage d'Itachi, qui je pense à ce jour est probablement le personnage le plus populaire de Naruto. D'ailleurs, si vous demandez à n'importe quel mec de vous dire quel est son personnage préféré dans Naruto, 99% des cas, il va vous répondre Itachi. Ensuite, il y a évidemment l'émotion mise dans cette histoire. Alors qui réellement n'a jamais versé une larme devant Naruto? Franchement, qui n'a pas chialé au moment où Jiraiya écrit sur le dos de Fukusaka? J'essaie de ne pas spoiler en ne donnant pas toutes les informations cruciales. Ou au moment où Naruto par exemple dit au revoir à Minato à la fin de la Grande Guerre et qui lui demande de passer son message à Kushina. Ou alors quand le Edo Tensei Itachi adresse ses derniers mots à Sasuke. Bref, trop d'émotions dans ce manga et beaucoup trop de scènes qui vous retournent l'estomac, qui vous serrent le cœur. L'émotion est vraiment présente tout au long et ça ne laisse personne indifférent, à moins que vous soyez un sociopathe ou alors si ça vous atteint pas, c'est vraiment que vous êtes très bizarre. Ensuite, on retrouve évidemment les valeurs transmises dans le manga. Alors, comme tout bon shonen qui se respecte, on retrouve les éternelles grandes valeurs mises en avant, donc le dépassement de soi, le travail, l'effort, la notion de l'amitié, l'esprit d'équipe et surtout, encore une fois, le fameux salut de l'âme. On voit Naruto galérer tout au long du manga pour s'améliorer, pour devenir plus fort. Il ne lâche jamais rien et on sait tous qu'il part de vraiment très loin. Il veut toujours être le meilleur. Il passe quand même du statut de loser fini au plus grand ninja de tous les temps qui est reconnu de tous et qui est craint par ses ennemis, qui n'abandonne non plus jamais ses amis et il serait prêt à se sacrifier pour eux sans aucune hésitation. Et évidemment, son légendaire Talk no Jutsu, donc le fait de ne pas faire de technique et juste de parler, qui aide la plupart des grands antagonistes de ce manga à revenir dans le droit chemin. Ensuite, il y a la variété des pouvoirs et des jutsu. Alors n'oublions pas que Naruto, ça reste un manga de combat et de ninja, donc il y a forcément un panel de pouvoirs et de techniques incroyables. Il y en a vraiment pour tous les goûts. D'abord, il y a les grandes familles de chakras, qu'il faut savoir qu'il y en a 5, l'eau, la terre, le vent, le feu et la foudre, et les différents jutsu. Alors déjà, pour commencer, le chakra, c'est un peu l'énergie que chaque individu a en lui et qu'il est capable d'extérioriser pour donner lieu à des pouvoirs, et généralement, ça se matérialise par des mudras. Donc les mudras, c'est des signes avec les mains qui correspondent à une combinaison spécifique pour pouvoir faire une technique. Ensuite, il y a les jutsu. Alors les jutsu, justement, c'est les techniques. Il y a 3 grandes catégories de jutsu. Tout d'abord le ninjutsu qui est tout simplement la technique ninja. Ensuite, on a le genjutsu, ou genjutsu, ça dépend comment vous le prononcez, qui est une technique d'illusion et le grand maître en la matière est évidemment Itachi Uchiwa. Et oui, encore lui. Et ensuite, on a le taijutsu. Et là, le taijutsu, c'est les techniques du corps. Et là, on a 2 grands experts en la matière qui sont Rock Lee et Gai Sensei. Il y a également les pouvoirs héréditaires qui se transmettent de famille en famille et qui sont impossibles à copier et qui sont des techniques vraiment très spécifiques et propres à chaque clan. On se souvient notamment de Haku dans Naruto et de sa technique des démoniaques miroirs de glace qui a causé beaucoup de tort aux membres de l'équipe 7. Ensuite, nous avons la qualité des arcs principaux. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans les arcs précis de manière précise parce que sinon ça va être beaucoup trop long et surtout ça risque de spoiler. Mais chaque arc est très bien travaillé, il est plus ou moins d'une durée égale. C'est toujours face à un antagoniste exceptionnel. Donc toute la partie Naruto, ça va tourner autour de l'arc Orochimaru. Dans Shippuden, on va commencer avec un arc autour de l'Akatsuki. Ensuite, on va avoir un arc Pain, qui est un des arcs les plus marquants de Naruto et qui marque vraiment un tournant dans l'histoire. Et ensuite, on a l'arc Obito et Madara. Et enfin, le mini arc avec Kaguya et les explications sur l'ermite Rikudo. La deuxième grande force, et alors celle-là elle découle forcément de la qualité des personnages de manière générale, c'est la qualité des antagonistes. Les antagonistes, ils sont tous exceptionnels, ils sont très riches, ils ont des personnalités hors du commun, ils sont très flippants, ils sont puissants et souvent ils sont très complexes. Par exemple, Orochimaru et sa personnalité insaisissable.
Pour moi, c'est de loin le meilleur antagoniste de Naruto. Je sais qu'il y a débat, puisqu'une grande majorité des gens préfèrent Pain, mais pour moi, Orochimaru, il est vraiment masterclass. Il a un chara-design qui est ouf, il est hyper classe, on sait pas trop quelles sont ses réelles intentions, il est ni vraiment gentil, ni vraiment méchant, il sert juste ses propres intérêts, et surtout, il a souvent des revirements qui sont très inattendus. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et vraiment, il a, en plus de ça, une très très grande puissance. Et dans Boruto aussi, alors calmez-vous, je vous entends vous indigner au nom de Boruto. Il est très drôle aussi dans Boruto et ça vaut vraiment le détour. Pain est aussi particulièrement complexe avec un énorme mystère qui l'entoure et que malheureusement certains découvrent au péril de leur vie. Et mon dieu, rien que d'en reparler. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors voilà grosso modo les points qui déjà je trouve font la richesse de cette œuvre. Alors évidemment je rentre pas dans les détails parce que sinon vraiment cet épisode durerait 3 heures. J'en rêverais mais je pense que vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler de Naruto pendant 3 heures. Donc voilà, j'ai essayé de faire un résumé le plus synthétique possible de ce qui fait la richesse et la réussite de cette œuvre. Alors évidemment, après avoir parlé des qualités principales qui font de Naruto cette œuvre hors du commun, et encore je suis sûre que j'en ai oublié, venons-en au sujet qui fâche, les points faibles de cette œuvre. Car oui, malheureusement, comme dans toute chose dans ce monde, il y a du bon, et je dirais même de l'excellent en ce qui concerne Naruto, mais en contrepartie, il y a forcément des choses moins bonnes. Vous voyez, je reste quand même une fille objective. Donc parlons donc des défauts et des points moins réussis de Naruto, même si, néanmoins, ils restent quand même peu nombreux. Alors le plus grand défaut de cette œuvre, c'est les petites incohérences qu'il y a dans le récit. Alors dans ce manga, certaines choses sont très difficiles à comprendre ou à expliquer. Il y a des incohérences qui sont jamais réellement expliquées, par exemple pourquoi Naruto habite tout seul à 6 ans, et pourquoi il attend ses 16 ans pour se questionner sur ses parents. Ça c'est vraiment pour moi un grand mystère. Après je pense qu'il faut aussi se mettre à la place de Kishimoto évidemment. Quand on produit une œuvre d'aussi grande qualité, c'est normal de pas toujours être au top pour tout. Masashi, on t'aime. Deuxième point, et alors sur celui-là, Masashi Kishimoto dit lui-même que ce n'est pas son point fort, c'est les personnages féminins. Alors en réalité je suis un petit peu mitigée sur ce point car il y a parfois quand même des super personnages. Par exemple le personnage de Tsunade qui pour moi incarne la puissance, le charisme, qui fait peur à beaucoup d'hommes. Bon, même si elle a un très gros fanservice, c'est peut-être pour ça qu'elle a autant de succès d'ailleurs. Mais je trouve qu'en comparaison au panel gigantesque de personnages masculins qu'il y a, les femmes ne sont pas forcément mises à l'honneur. Par exemple, Tenten. Concrètement, cette fille-là ne sert à rien. Elle serait pas dans le manga, ça ne changerait pas la face du monde. Et pourtant, elle a un joli chara-design, elle est très mignonne. Mais concrètement, elle ne sert à rien. Elle n'a aucune utilité. Kurenai, c'est un peu pareil. À part être enceinte, avoir des yeux qui ressemblent à des Sharingan et faire des câlins réconfortants à Hinata quand elle a peur, je trouve qu'elle ne sert pas à grand chose non plus. Alors que pour le coup, elle est pas du tout en reste niveau puissance. Donc c'est aussi du gâchis. Un autre point qui pour moi est également un des points négatifs les plus importants de Naruto, c'est la longueur de l'animé. 700 épisodes, et bah c'est pas rien du tout. C'est long, et alors les fillers mes amis, mais les fillers, ça rend fou. Même si on comprend qu'ils étaient indispensables pour pallier au rythme du manga qui était trop lent par rapport à la sortie de l'animé et qu'ils étaient obligés de combler, c'est trop long. Il y a des saisons entières de fillers, et vraiment ça a de quoi décourager plus d'une personne et de décrocher parce que je trouve que certains sont vraiment pas ouf et qui cassent le rythme de l'histoire. Et moi-même, je dois avouer que j'ai sauté des saisons entières de fillers parce que juste ça me gavait quoi. Ensuite ça amène du coup dans la continuité de ça des fillers inutiles, les arcs secondaires qui parfois sont un petit peu bâclés. Donc on a des arcs principaux qui sont vraiment exceptionnels et du coup en contrepartie certains des arcs parallèles ne sont vraiment pas ouf. Pour ma part par exemple, toute la partie autour de l'arc de Sasuke quand il crée sa propre équipe, ça m'a saoulé. Mais bon, après je dois avouer que je n'aime pas particulièrement le personnage de Sasuke, donc ça aide dans le fait que j'ai pas accroché plus que ça à un arc qui lui était dédié parce que je trouve que déjà dans tout le manga on parle de lui et c'est l'histoire entière de Naruto, c'est la quête d'aller chercher Sasuke, donc je trouvais que cette partie-là en plus était pas exceptionnelle, même si évidemment il fallait bien qu'on nous explique ce qu'il faisait de son temps libre. Et enfin, le dernier point, et je pense que là-dessus beaucoup de gens seront d'accord avec moi, et si vous ne l'êtes pas, je serais ravie d'en discuter avec vous, parce que ça m'intéresse vraiment, l'arc Kaguya. Et bah l'arc Kaguya, c'est vraiment un arc, alors même s'il apporte des précisions sur l'ermite Rikudo, sur l'origine du chakra, sur l'origine des shinobi, c'était en trop. Moi je trouve que Madara c'était déjà un GOAT ultime, c'est le guerrier surpuissant par excellence, c'est lui qui aurait dû être le boss de fin, point barre. Faire passer Kaguya après, en fait c'est limite du manque de respect. Donc en conclusion, pourquoi est-ce que Naruto est un chef-d'œuvre? Parce que globalement, malgré les quelques points négatifs que je viens d'évoquer, ça reste quand même une victoire écrasante pour les points positifs. C'est une œuvre qui est magistrale, qui a marqué les petits et les grands, qui continue d'être découverte par les plus jeunes aujourd'hui, et surtout, qui continue d'être un des mangas les plus vendus au monde, même des années après la fin de sa publication. D'ailleurs en 2020, c'était le manga le plus vendu en France avec 1,2 million d'exemplaires, soit un manga vendu toutes les 30 secondes, rien que ça. Donc Kishimoto a vraiment su nous séduire avec une histoire très complexe, des personnages tous plus attachants les uns que les autres, et une variété de pouvoirs.
Donc ce n'est pas sans une certaine nostalgie qu'on arrive à la fin de cette histoire, mais ça continue dans Boruto. Et non, encore une fois, ne vous indignez pas, parce que oui, Boruto c'est bien, et je vous expliquerai dans un épisode à venir pourquoi. De toute façon, il n'y a qu'un seul argument qui devrait suffire pour vous convaincre de regarder Boruto, et bah tout simplement c'est qu'on y retrouve Naruto, qui est devenu adulte, qui est accompli, mais qui reste fidèle à lui-même. Et pour ceux qui en ce moment suivent l'animé, on arrive vraiment à des moments qui sont masterclass, et qui surtout prouvent bien que Naruto 5 ans après est toujours le boss du game. Now, more than ever. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara, et à vendredi pour un prochain épisode.